à nouveau à cette partie, deuxième partie de notre séance notre séance numéro 5, qui porte sur le fonctionnement de l'exécutif. Toujours un bref rappel de là où nous sommes partis, là où nous sommes rendus. Les États de droit sont fondés toujours dans notre démocratie moderne sur un principe fondamental: tout doit être approuvé et tout doit faire l'objet de reddition de comptes. Si les États prennent des décisions et mettent sur pied un ensemble d'organismes pour réaliser les décisions qui sont prises pour permettre l'accès aux droits, tout cela implique une reddition de comptes. Mais nous allons d'abord nous attarder à la prise de décision dans le fonctionnement de l'exécutif. Encore un rappel, bien sûr, dans ces nombreux organismes dans les États de droit, les États de droit qui tirent leur histoire du fonctionnement de la démocratie, de la Constitution qui est adoptée dans chacun des pays ou des États de droit et des institutions pour faire respecter, parce qu'on sait qu'il y a un très grand nombre de pays qui ont des constitutions écrites, mais qui n'ont pas les institutions judiciaires pour prendre les décisions, pour arbitrer les conflits et s'assurer qu'il y a une capacité d'exercice des droits par et pour ceux pour qui sont faits ces règlements, ces lois, et sont établis ces droits. On constatera par ailleurs au passage que les États sont plus ou moins développés parce qu'on peut avoir une conception de l'État de droit qui répond à davantage de besoins des citoyens ou à moins de besoins. On a vu une série de facteurs qui influencent la taille de l'État, tout en constatant la fameuse loi de Wagner, qui déjà a été établie autour de 1910, qui nous dit que les États de droit ont des dépenses. La croissance des dépenses est continue dans les États de droit. Dit autrement, ça peut même être un peu désespérant à certains égards. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe la situation, la croissance continue des dépenses dans les États de droit fait en sorte qu'on dépense plus qu'on ne retire de fonds d'impôts des particuliers, des entreprises, des organisations. Ce qui, évidemment, fait grossir, d'une part, les dettes, et on reviendra sur cette notion de dette. Cependant, est-ce que toutes les compressions au niveau des gouvernements pour atteindre un équilibre seraient un geste vain, un geste inutile, un geste qui ne porte pas conséquence? La réponse, c'est non, ça porte à conséquence parce que ce que l'on tente de faire, c'est de rapetisser, rétrécir la marge entre les dépenses continues, la croissance continue des dépenses de l'État et également les revenus qui sont en croissance mais pas au même niveau que les dépenses elles-mêmes. Au cours de l'évolution de l'État de droit, il s'est établi un modèle de fonctionnement qui maintenant fait l'objet de l'administration publique d'une façon inexorable dans les États de droit. C'est le modèle de Westminster, le politique d'un côté, l'administratif de l'autre, le législatif d'un côté et le bureaucratique de l'autre. On sépare les deux. Peu importe les gouvernements du jour, les États continuent d'agir, d'interagir, de répondre aux besoins des citoyens et de leur accès et exercice des droits. Peu importe le gouvernement qui est au pouvoir, c'est l'État qui assure la continuité. Ce qui signifie que cette continuité de l'État, elle est assurée par ceux et celles, par vous-même, qui êtes dans le secteur public et qui assurez le véritable fonctionnement de l'État de droit. Ce modèle de Westminster qui sépare le politique de l'administratif, quelles sont ses principales dimensions? D'abord, 3 dimensions fondamentales, basées sur la Constitution, inexorable, inévitable, incontournable dans tout État de droit. 3 niveaux d'institutions, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le législatif, on pourra y revenir, voter les lois, les règlements, les décisions et s'assurer de l'allocation des ressources et de beaucoup d'autres fonctions. L'exécutif, le gouvernement, le conseil des ministres dans les États de droit, le conseil privé dans certaines juridictions comme au gouvernement fédéral canadien. C'est là que vont être exécutées les lois. Le conseil des ministres, le gouvernement ne peut pas agir, ne peut pas intervenir, ne peut pas répondre à des besoins s'il n'a pas d'abord l'autorisation du législatif des députés élus au suffrage universel et corroborés par les sénateurs en ce qui concerne le gouvernement fédéral canadien. Ce modèle de Westminster, donc, a 3 paliers, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Eh bien, il se déploie plus particulièrement au niveau du fonctionnement de l'exécutif.
L'exécutif, c'est le Conseil des ministres, c'est le gouvernement. Un premier principe incontournable, la responsabilité ministérielle. Toute décision prise par le gouvernement, l'exécutif, ou toute autorisation donnée à l'exécutif par le législatif doit être portée en termes de responsabilité publique par un ministre responsable. Il n'y a aucune loi, aucun décret, aucune organisation, aucun organisme gouvernemental qui ne répond pas à un ministre qui, lui, doit en rendre compte, préférablement à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, mais aussi au grand public. D'un autre côté, ce principe de la responsabilité ministérielle, il implique que chaque ministre à qui on a confié une responsabilité, l'application d'une loi, non seulement doit répondre au public, mais doit s'assurer, après connaissance juste des faits, qu'il y aura rectification, qu'il y aura prise de décision suite à la prise de connaissance d'un phénomène. Si on a agi sous sa responsabilité, contrairement à l'esprit ou à la lettre d'une loi, le ministre, en termes de la responsabilité ministérielle, doit s'engager à agir et donner des suites pour corriger la situation. Ce n'est pas uniquement de répondre à la décision, de répondre au grand public. La responsabilité ministérielle dans l'État, dans le gouvernement, à l'exécutif, en termes de fonctionnement, implique que le ministre doit être au courant de tous les faits, sinon s'enquérir de ces faits, et s'il se révèle que ceux-ci ne sont pas conformes à l'esprit ou à la lettre de la loi, il doit s'engager à rectifier également les faits, non pas les faits, mais à rectifier la situation et à corriger, à apporter des correctifs. Le deuxième principe qui anime inexorablement, inévitablement, sans contournement, le fonctionnement du Conseil des ministres du gouvernement, c'est le principe de la solidarité ministérielle. Toutes les décisions, sans aucune exception, prises par l'exécutif, autorisées par le législatif, doivent inclure la notion de solidarité ministérielle, c'est-à-dire que toutes les décisions prises le sont comme si chacun des ministres était personnellement intervenu et aurait pris la décision qui a été prise par l'ensemble du Conseil des ministres. Point de dissension. Il ne saurait être acceptable au niveau du principe de la solidarité ministérielle qu'un ministre ne soit pas solidaire, même s'il diffère d'opinion, avec ce qui a été décidé au gouvernement, au Conseil exécutif, au Conseil des ministres. Voilà une discipline qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement difficile à vivre, et il y a une contrepartie à ce principe fondamental de la solidarité ministérielle. Tout ministre, membre d'un gouvernement, peut et doit s'exprimer sur les questions pour lesquelles il n'est pas en accord en termes de présentation de la décision. En d'autres termes, pour dire la même chose, chacun au Conseil des ministres a obligatoirement la responsabilité d'intervenir pour manifester son désaccord ou encore faire des suggestions de correction de la décision qui peut être prise par le Conseil des ministres. Chaque ministre doit avoir l'occasion, et on ne peut lui refuser, l'expression de son opinion en termes de réunion du Conseil des ministres. S'il y a l'obligation de la solidarité ministérielle, il y a également l'obligation de laisser la parole obligatoirement par celui qui préside le Conseil des ministres, le Premier ministre, laisser la parole à quiconque au Conseil des ministres peut s'exprimer. Ce qui explique d'ailleurs que parfois les réunions du Conseil des ministres dans un gouvernement, dans un État de droit, vont perdurer, vont durer des heures et des heures. Ce que cela signifie, ça signifie que plusieurs ministres ont voulu s'exprimer sur une question. À la toute fin, c'est le Premier ministre qui posera la décision, qui prendra la décision qui aura été discutée autour de la table du Conseil des ministres, et dès lors, tous les ministres doivent être solidaires. À défaut d'être solidaires de la décision qui est prise et qui est prononcée par le Premier ministre au Conseil des ministres, ce ministre devra se démettre, devra se retirer de ses fonctions. Nous reviendrons de façon plus élaborée sur ce principe de la solidarité ministérielle dans le fonctionnement de l'exécutif, parce que c'est un principe clé, un principe de base, un principe qui assure la continuité des décisions de l'État et qui assure également que les décisions sont assurées de façon solidaire, de façon à ce qu'il y ait stabilité au niveau du gouvernement, au moment où, dès lors, la population a confié un mandat
majoritaire à un gouvernement. On va se retrouver dans une troisième partie de cette séance numéro 5 pour davantage de connaissances au niveau de la solidarité ministérielle et également des organismes centraux qui interviennent dans le processus de décision, dans le fonctionnement de l'exécutif. On se retrouve pour la suite des choses. Turns